Le but ici de ce petit séminaire, c'est vraiment de refaire un point sur tous les outils diagnostiques qu'on a à disposition, parce qu'on en a énormément. On ne peut pas toujours tout utiliser, parce qu'on n'a pas toujours le budget illimité qui nous permettrait de faire exactement ce qu'on veut, mais on a quand même pas mal d'outils. Et plus on les connaît, mieux on les connaît, mieux on connaît leurs limites, leurs avantages, leurs sensibilités, leurs spécificités, plus il sera facile aussi d'aller se dire, OK, sur tel type de patient, avec tel type de propriétaire, dans tel contexte, je vais plutôt axer sur ces paramètres-là parce qu'il faut que je priorise de temps en temps. Donc c'est vraiment... Et vous allez voir, on a un panel de tests à notre disposition qui est assez hallucinant et qui est super intéressant. Là encore, les tests... Ils sont là pour aider le praticien. Il n'y a aucun test parfait. Il n'y a aucun test qui se suffit à lui tout seul. L'objectif, c'est toujours d'avoir le maximum d'infos. Et puis, avec son sens clinique et son patient, se dire, OK, à la lumière de tous les éléments d'information que j'ai réussi à réunir, voilà quel est mon diagnostic le plus probable ou vers quoi je tends. Mais clairement, un test en lui-même isolé n'aura jamais de réelle valeur. Il faudra toujours le prendre au milieu de tout le reste. Et le but de ces tests, c'est de nous aider. Il n'y a pas de recette parfaite. Les animaux ne lisent pas les textbooks. Ce n'est pas des maths. Dans la pratique, on essaie juste de recueillir suffisamment d'infos pour être le plus efficace possible. L'appareil urinaire dans son entièreté, je ne vais pas vous refaire un cours sur tout ce qui peut affecter les reins, mais globalement, on a énormément de choses qui peuvent affecter la fonction rénale et du coup, on va essayer d'avoir le maximum de tests aussi qui vont nous permettre de regarder ces affections potentielles à tous les étages. On peut avoir une atteinte rénale par un défaut de perfusion rénale, soit parce qu'on a une cardiopathie avec une perfusion tissulaire qui n'est pas bonne, une anesthésie générale, une perte sanguine, une déshydratation. Il y a énormément de facteurs qui peuvent entraîner un défaut de perfusion rénale, qui vont affecter la fonction rénale par la suite. Une obstruction, on connaît tous le chat bouché, certes, on peut avoir des obstructions qui sont basses, on peut avoir des obstructions qui sont plus hautes, au niveau des uretères notamment, on le sait. Une infection, ça peut toucher les reins eux-mêmes, ça peut toucher la vessie, ça peut toucher tout ce qui est entre les deux, et on a énormément de maladies infectieuses qui directement ou indirectement vont pouvoir affecter la fonction rénale. Tout ce qui est processus néoplasique, lymphome, carcinome, métastase d'un autre type de cancer, on a pas énormément, mais même si au premier rang de ces affections-là, c'est le lymphome rénal qu'on rencontre le plus souvent, ne sous-estimez pas non plus le carcinome parce qu'on en rencontre quand même régulièrement, notamment chez les chats. Tout ce qui est toxique, l'antigel, les raisins, le muguet. Quand j'étais interne à Bordeaux, on avait énormément d'intoxication aux raisins. En période de vendange, c'était un peu l'hécatombe. Et puis une malformation qui est congénitale, le plus souvent dans ces cas-là, c'est plus rare que ça survienne tardivement. Et puis le vieillissement, alors les reins, c'est comme n'importe quel organe, comme la peau, comme le cœur, comme les articulations, ça vieillit. Et puis la fonction peut se trouver un petit peu altérée par ce vieillissement. J'aimerais juste refaire un point sur lésion versus perte de fonction. Une lésion, c'est vraiment, c'est pour ça que je vous ai mis les images de ces voitures qui sont cabossées. Une lésion, c'est une atteinte de l'intégrité de l'organe ou de la machine, en l'occurrence une voiture. Un impact, une cabosse sur une voiture fait qu'elle est abîmée. Ce n'est pas forcément pour ça qu'elle n'est pas capable de rouler. Donc on a lésion qui peut être créée par une inflammation, un processus infectieux, une tumeur, un trauma. Donc l'organe est abîmé. La perte de fonction, c'est vraiment quand l'organe est incapable de faire le job. Et ce n'est pas forcément parce qu'on est lésé qu'on ne peut pas travailler. Une voiture cabossée, elle roule. Par contre, on peut atteindre un seuil où les lésions sont telles qu'on n'arrive plus à accomplir sa fonction. Et dans ce cas-là, on ne peut plus faire le job. Donc, lésion ne veut pas dire perte de fonction. Parfois, lésion veut dire perte de fonction. Il y a des fois où on est tellement lésé qu'on ne peut plus travailler. Mais ça va être important de faire le distinguo parce que vous allez le voir dans les marqueurs rénaux notamment, il y a des marqueurs de fonction, il y a des marqueurs de lésion aussi. Et on peut avoir des marqueurs de lésion qui sont altérés sans pour autant que les marqueurs de fonction le soient. L'intégrité de la fonction rénale, c'est vraiment un puzzle. Je vous ai mis cette image-là parce que ça me rappelle toujours cette espèce d'émission qui passait le samedi matin sur M6 qui s'appelait, je ne sais plus, il fallait répondre à des questions super simples et puis au fur et à mesure, il y avait un portrait qui se révélait. Et c'est exactement ce principe-là, les tests dans n'importe quelle pathologie. Plus on a
d'infos, plus on a de petits carrés à poser dans notre puzzle, plus on aura une idée claire de ce qui se passe. Des fois, on n'a pas tout. C'est rare qu'on arrive à avoir l'image en entier, mais plus on en a, plus on aura une idée à peu près correcte de ce qui se passe et au mieux, on pourra agir aussi. On a plein d'outils diagnostiques au niveau de notre franchise rénale. Vous les connaissez tous pour la plupart. C'est vraiment, voilà, on ne manque pas de tests, on ne manque pas de paramètres. Maintenant, il faut savoir à peu près où on va pour pouvoir prioriser éventuellement et hiérarchiser. L'analyse d'urine, c'est la base. Ça fait même partie de l'examen clinique. Je me rappelle que quand j'étais résidente avec Olivier Touza à Kivette, on avait vraiment l'analyse d'urine. Les gens arrivaient, ils arrivaient avec leur soit avec leur petit pot d'urine, soit les secrétaires leur donnaient directement un haricot pour que l'animal aille uriner dehors et on nous ramenait les urines. Nous, on lançait l'analyse d'urine pendant que quelqu'un d'autre commençait l'anamnèse, mais l'analyse d'urine, elle fait quasiment partie de l'examen clinique. Alors c'est vrai que c'est toujours facile en résidence ou en université parce qu'on a toujours des petites mains qui donnent le haricot, qui emmènent le chien faire pipi, etc. Dans la pratique, c'est rare qu'on attaque par ça, mais c'est vrai que c'est une base. C'est tellement un bon reflet de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ce qui est filtré par les reins, c'est le sang. Donc on a quand même une image assez précise de ce qui peut se passer. On peut voir arriver aussi pas mal de soucis. Donc bien sûr qu'on va avoir besoin de la densité, la présence ou non de cristaux. Est-ce qu'on a une protéinurie? Est-ce qu'il faudra qu'on fasse un RPCU par la suite? Est-ce qu'on a une glucosurie qui pourrait nous faire dire qu'on a peut-être une atteinte aiguë? Est-ce qu'on a des cylindres qui sont des moulages, des tubules? Est-ce qu'on a des bactéries et que potentiellement il faudra qu'on fasse une culture? Donc déjà avec toutes ces infos-là, on sait déjà un peu où on va. Donc ne sous-estimez pas cette analyse d'urine parce que c'est vraiment, si on veut évaluer une fonction rénale, autant commencer par ce que les reins sont capables de produire, l'urine. Dans les paramètres historiques, l'urée, bien évidemment. Je l'appelle le faux ami parce que l'urée, on le sait aujourd'hui et on n'est pas tous focus sur ce fameux paramètre-là parce qu'il y a des limites à l'urée. L'urée, elle est filtrée par les glomérules. C'est pour ça que je vous les ai entourés. Ensuite, au niveau de l'anse de Henle, il y a aussi de l'excrétion d'urée, donc qui, elle, va être active. Au niveau des tubules, il y a un phénomène de réabsorption qui va se produire aussi. Donc, ce qu'on a finalement dans les urines et puis ce qui reste dans le sang après cette filtration-là, ce n'est pas vraiment forcément le reflet de ce qui se passe dans la réalité parce qu'il y a eu de l'excrétion, il y a eu de la réabsorption. C'est un marqueur néanmoins de fonction, de débit de filtration glomérulaire qui est un des meilleurs outils d'évaluation de fonction rénale qu'on puisse avoir actuellement. Mais l'urée, c'est influencé par plein d'autres facteurs, notamment les irritations digestives hautes, je pense au York, à gastrite, à MIS-C, à entéropathie chronique. Les Yorkies, d'un certain âge, voire pas, d'ailleurs ça dépend un peu de quoi ils souffrent, ils ont souvent une élévation isolée de l'urée. C'est pas pour ça qu'ils sont rénaux. Mais c'est un peu le cas typique, je pense souvent à ces cas de petits York avec l'urée élevée de façon isolée. Une irritation digestive haute, ça va provoquer des micro-saignements au niveau de la muqueuse avec de l'hémoglobine qui est relâchée, qui est métabolisée en urée. Et donc ça peut faire augmenter l'urée de façon isolée quand on a des irritations, voire même des saignements digestifs chroniques, c'est tout à fait possible. La prise de repas, on a un apport protéique qui arrive, donc ça peut influencer l'urée. Tout ce qui est catabolisme protéique, quand il est augmenté, je pense au cas d'hyperthyroïdie ou quand il est plutôt ralenti, la fonction hépatique, forcément, qui intervient dans le métabolisme de l'urée, joue. Donc l'urée, oui, ok, mais tout seul, c'est difficile de l'interpréter. Et notamment, des questions qui reviennent souvent, c'est ce dont on parlait pour le cas du York, est-ce que l'urée augmentée de façon isolée, je peux la relier à une atteinte rénale, notamment quand j'ai une créate qui est normale? Pas forcément. J'ai peut-être une urée augmentée de façon isolée parce que j'ai une irritation digestive et une entéropathie chronique. Mais sur un vieux chat hyperthyroïdien, je peux avoir une urée augmentée et une créate normale parce qu'il a tellement eu de perte musculaire que j'ai une créate qui est faussement normale. Donc oui, peut-être, mais pas forcément. La créate, le marqueur historique, qui est excrété dans les urines par filtration passive qui se passe au niveau du glomérule. Et c'est plus intéressant effectivement de ce point de vue-là parce qu'il n'y a pas de réabsorption ou de sécrétion tubulaire. Donc forcément, il y a un reflet un peu plus net de ce qui se passe. Ça n'empêche pas que la créate a été influencée par la prise d'un repas, par la masse musculaire, par la race, par le sexe de l'animal. Et effectivement, la sécrétion tubulaire de la créate est négligeable, ce qui rend ce paramètre intéressant. Néanmoins, on a, dans la majorité des cas, là encore, ce n'est pas chez tout le monde, une augmentation de ce paramètre à partir de 75% de perte de fonction rénale, donc quasiment les 2 tiers, dans la majorité des cas.
Là encore, les animaux, ils ne lisent pas les textbooks. Il y en a chez lesquels elle va augmenter beaucoup plus tôt. Mais dans la majorité, c'est quand même un marqueur tardif. Quand on dit « Ah, ma créate commence à augmenter », ça veut dire que la fonction rénale, derrière, ça fait un petit moment qu'elle souffre. La créate, elle aussi, c'est un marqueur du débit de filtration glomérulaire de fonction rénale. La SDMA, intéressant parce que augmente avant. C'est la symétrique diméthylarginine, c'est un marqueur précoce de diminution du débit de filtration glomérulaire. Et c'est une molécule qui est produite par toutes les cellules nucléées de l'organisme et à un taux quasi constant, ce qui est intéressant. Pas de phénomène de réabsorption, pas d'influence de la masse musculaire. Et dans certains cas, elle augmente à partir de 25% de perte de fonction rénale. Donc intéressante parce qu'elle est censée augmenter avant la créate. Là encore, tous les animaux ne lisent pas les textbooks. Il y en a chez lesquels ce n'est pas forcément le cas. Mais globalement, chez la majorité des animaux observés, on peut s'attendre à ce que la SDMA, elle augmente précocement, ce qui nous permet d'agir aussi précocement. La SDMA, ses influences, c'est le débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire que typiquement, sur un rein qui est hypoperfusé, un animal très déshydraté, un animal anesthésié, forcément le débit de filtration glomérulaire il est plus faible et du coup la SDMA elle va être plus accumulée dans le sang. Donc elle peut augmenter parce qu'elle va être moins excrétée, tout simplement parce que la perfusion rénale est diminuée. On a également des études en cours dans des contextes néoplasiques, de lymphome notamment, qui sont susceptibles de la faire augmenter. Donc il y a pas mal d'études à venir qui vont être super intéressantes de ce point de vue-là, qui pourront même peut-être, qui sait, permettre de se dire que la SDMA pourrait être un marqueur dans d'autres pathologies. Je vous ai remis rapidement l'algorithme de la SDMA. Il est dispo notamment sur le site IDEX. Quoi faire en gros quand j'ai une SDMA qui commence à sortir des clous, voire qui est clairement en dehors des clous. Ce sont des algorithmes qui se téléchargent sans aucun souci. Je vous ai mis à peu près on a essayé de mettre dans cet algorithme tous les cas de figure possibles. Là encore, quand on est perdu, entre guillemets, soit on va chercher les algorithmes sur le site, on a aussi des vétérinaires qui font de la consultation médicale toute la journée et qui font du conseil médical quand il y a un doute, il y a des résultats qui ne sont pas cohérents, n'hésitez pas à nous appeler. Notamment quand la SDMA est normale alors que l'animal est azothémique. Oui, ça arrive. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive. Soit parce qu'effectivement, dans le cas précis de cet animal, il fait partie des rares cas pour lesquels la SDMA n'augmente pas avant la créate. Ça arrive. Et il peut aussi faire partie des cas où il est en pleine crise hypertensive. Et là, pour le coup, le débit de filtration glomérulaire, il l'envoie. Et du coup, la SDMA est filtrée super vite. Et effectivement, elle ne s'accumule pas. Et on a une SDMA qui peut être normale face à un animal azothémique. J'allais dire que quand l'animal il est azothémique, il a déjà urécréate augmentée. Donc finalement, la SDMA en tant que marqueur précoce, elle est moins intéressante puisque son but, c'est quand même si elle fait partie du panel des paramètres rénaux, son but, c'est de détecter un défaut de fonction rénale précocement. Donc, à partir du moment où l'animal il est azothémique, la SDMA, qu'elle soit normale ou augmentée, elle peut être effectivement les deux. On sait que dans le temps, elle va continuer proportionnellement à augmenter, mais il y a des phases dans la journée où elle va être très variable, notamment à cause de ces crises hypertensives. Le RPCU, ce sont des infos supplémentaires. Ça fait partie du panel de tests qui nous permettent d'évaluer la fonction rénale. Est-ce que j'ai des protéines dans mes urines et est-ce que c'est significatif? C'est un marqueur d'atteinte glomérulaire en général, parce que le plus souvent, c'est au niveau du glomérule que les protéines passent ou ne passent pas. Ça peut aussi se faire au niveau des tubules, et notamment au niveau du tubule proximal. Mais c'est vrai que dans la grande majorité des cas, une protéinurie, c'est avant tout un marqueur de lésion glomérulaire. Le problème avec la protéinurie, c'est qu'il faut être sûr qu'il n'y a pas d'infection urinaire concomitante, pas d'hyperprotéinémie, je pense au cas de myélome multiple, qu'il n'y a pas d'hyperthermie, un exercice récent, un chien de traîneau qui vient de faire une course, ne vous amusez pas à faire une protéinurie, il y aura des protéines dans ses urines. Les hyperthyroïdiens, les hypertendus, il va y avoir une pression de filtration qui va être importante et possiblement un passage de protéines dans les urines. Donc avant de faire un RPCU, il faut s'assurer qu'on s'est affranchi de tout ce qui pourrait être artefactuel. Une protéinurie augmentée de façon isolée, pareil, on ne peut pas en faire grand-chose. On a besoin de faire au moins 2-3 mesures à 15 jours d'intervalle pour être sûr déjà que la protéinurie elle est persistante et puis pour avoir une idée de la valeur autour de laquelle elle tourne. Et ça, c'est valable pour tous les paramètres. Une valeur isolée à l'instant T, elle va avoir besoin d'être contrôlée. Je ne parle pas des cas aigus du chien qui arrive en lepto, qui est azothémique, et on n'a pas le temps de dire oh, je redoserai dans 15 jours pour être sûr. Mais sur des suspicions de maladies rénales chroniques ou de choses comme ça, on va avoir besoin de faire différentes mesures pour savoir autour de quelle valeur tourne mon paramètre. Sur une valeur isolée, c'est quand même des choses qui peuvent être variables, voire même qui peuvent se normaliser quand on refera le contrôle.
Donc une valeur isolée, on s'en méfie toujours. Typiquement, mon animal est protéinurique, j'ai pas d'azotémie. Oui, c'est possible. Je peux avoir une atteinte glomérulaire seule, je pense aux glomérulopathie notamment, il n'y a pas d'azotémie. L'azotémie arrive beaucoup plus tard. On finira par avoir des lésions tubulaires, mais ça peut être 1 an, voire 2 ans plus tard sur les vraies glomérulopathies. On peut aussi avoir un animal protéinurique sans azotémie associée parce qu'il est au début de l'évolution de sa maladie rénale et lui, il commence par une protéinurie et pas forcément par une SDMA augmentée, pas forcément par urécréate augmentée. Donc, on peut être protéinurique sans être azotémique. Ça, c'est pas forcément lié. Pression artérielle, ça fait partie du panel aussi, c'est encore des infos. Est-ce que mon animal il est hypertendu? Déjà, s'il l'est, ça pourrait expliquer qu'il est protéinurique, pourquoi pas. Et s'il l'est, est-ce que ma pression artérielle élevée va abîmer mes néphrons, va abîmer mes glomérules parce qu'elle va forcer la filtration sanguine? Est-ce que c'est une conséquence de ma maladie rénale chronique? C'est toujours la grande question. Et là, on va avoir besoin d'investiguer le cas pour y répondre. On ne peut pas savoir comme ça si l'animal est hypertendu parce qu'il est en maladie rénale chronique ou c'est son hypertension de base sur une cardiopathie, sur un phéochromocytome, sur autre chose qui entraîne des lésions rénales secondaires. Ça fait partie du panel. Et là encore, plus on a d'infos, plus on arrivera à savoir de quoi il retourne. Le iono, c'est super intéressant aussi, ça permet d'affiner. Alors bien sûr, ça ne nous donne pas un diagnostic, mais le ionogramme, tous les ions sont filtrés au niveau des reins. Donc, et à différents niveaux, comme vous le voyez là-dessus, de mon néphron. Donc, un iono, c'est toujours hyper intéressant. Déjà, ça va nous permettre aussi de gérer au niveau thérapeutique, savoir un petit peu comment on va gérer la perf, gérer aussi d'éventuelles maladies concomitantes. En général, on s'attend quand même à être en hyper pour ce qui est de la calcémie et du phosphore, même si ce n'est pas toujours le cas, parce qu'en cas de maladie rénale, on peut soit trop laisser passer, soit ne plus filtrer du tout. Au niveau de la kaliémie, de la chlorémie, de la natrémie, c'est beaucoup plus variable. Donc il n'y a pas vraiment de recette. Des fois, c'est plutôt en hyper, des fois, c'est plutôt en hypo. On est surveille l'heure, on ne sait jamais quand même, pour ne pas trop déborder. Ok, on est bon. Donc le iono, des infos en plus, dans tous les cas. Le FGF23, que chez le chat pour l'instant. Ça viendra sans doute chez le chien. Il y a des études en cours pour l'instant. C'est surtout chez le chat en stade iris précoce, donc sur une maladie rénale qui est débutante, qu'on va l'utiliser. Pourquoi? Parce que le FGF23, pour le coup, ça c'est vraiment un marqueur de gestion. Ça va nous permettre de savoir si j'adapte mon traitement. C'est une hormone qui est synthétisée dans les os et son but c'est de diminuer l'absorption intestinale du phosphore en inhibant l'action de la vitamine D au niveau du tube digestif. Et ce qui est intéressant, c'est que ce FGF23, il augmente avant que la phosphorémie augmente dans le sang. Donc, ça va nous permettre éventuellement d'agir précocement si on voit qu'on commence à accumuler du phosphore, mais que ce n'est pas encore visible sur la prise de sang. C'est aussi pour ça que c'est intéressant sur les stades précoces, quand le phosphore n'est pas encore augmenté. Quand il est augmenté, le phosphore, quelque part, on s'en fiche d'avoir un FGF23, puisque on se doute bien que si là, on a le phosphore qui est augmenté à la bioche, le FGF23, il va forcément être augmenté aussi. Donc pour l'instant, c'est uniquement chez les chats en stade précoce, et ça va nous permettre, là encore, je vous remettrai l'algorithme après, que vous pouvez aller chercher sur le site, d'agir précocement. Vous le voyez ici sur ces courbes, le FGF23, c'est la courbe rouge, ça augmente avant la courbe du phosphore qui est en violet et qui augmente beaucoup plus progressivement. Et c'est tout là l'intérêt de ce marqueur. Il n'y en a pas d'autre. Typiquement, on va tester les chats qui sont du coup encore normaux phosphorémiques, stade précoce de l'iris et si jamais on met en place, suite à un FGF23 augmenté, une alimentation spécifique, voire même les chélateurs, tant qu'on n'est pas hyperphosphorémique, les chélateurs ne sont pas recommandés. Par contre, on peut déjà mettre en place une alimentation qui va être un petit peu appauvrie en phosphore. Par contre, attendez au moins 2 mois avant de recontrôler, parce qu'il faut quand même le temps aussi que l'hormone se normalise et qu'elle retrouve des taux normaux, c'est ce qu'on espère en tout cas. Là encore, je vous ai remis l'algorithme avec les limites de la normale du FGF23, comment l'utiliser et selon les valeurs que vous obtenez, en fait, vous avez dans l'algorithme, voilà, dans tel cas, pour l'instant, on attend, on surveille. Dans tel cas, on est à la zone limite, il va falloir le suivre, on revérifiera les marqueurs. Dans le cas où c'est élevé, là, on recommande une thérapie ciblée et le plus souvent, ça passe par l'alimentation. Un petit mot sur la classification IRIS. À quoi ça sert la classification IRIS? Ça sert à stader. D'abord, on diagnostique avec nos tests, le labo qu'on utilise, les valeurs de référence du labo qu'on utilise. Quand on a diagnostiqué, qu'on a fait souvent plusieurs mesures d'ailleurs pour savoir autour de quelle valeur tourne chaque paramètre, la créate, la protéinurie, l'urée, on a diagnostiqué. Ensuite, on va s'intéresser à la classification IRIS et on va stader.
parce que le stade va nous donner la gestion thérapeutique. Et alors c'est hyper bien fait parce qu'alors, en gros, il n'y a qu'à suivre le tableau. D'abord en diagnostic, c'est ce qu'on disait. Vous avez vraiment dans leur classification et dans leur petit pocket guide comment je diagnostique ma maladie rénale débutante ou un peu plus avancée, sur quels paramètres je me base, sur une élévation de ces paramètres au sein de l'intervalle de référence qui monte régulièrement. On reste dans les clous, mais ça continue d'augmenter. Ok, c'est bizarre. Est-ce que j'ai une SDMA qui a tendance à augmenter, même si elle reste toujours dans l'intervalle de référence? Est-ce que mes reins sont bizarres à l'imagerie? Est-ce que j'ai une protéinurie qui est persistante? Donc ça se base toujours sur des mesures répétées, okay, de densité, de certains paramètres biochimiques. Une fois que j'ai diagnostiqué ma maladie rénale, là, je vais la classer. Et là, je vais avoir besoin des stades. Donc ces stades, eux, ne sont pas faits pour diagnostiquer. Et c'est là que c'est important de faire le distinguo. Selon le laboratoire que vous utilisez, normalement, chaque laboratoire, pour chaque paramètre, il a testé sa population de référence de 120 animaux sains. Il a testé ses paramètres avec la technique qu'il utilise sur des échantillons de ses patients sains. Il a fait sa courbe de Gauss, il a enlevé les 5% à gauche, à droite, et c'est ça qui va nous donner un intervalle de référence. Chaque labo a ses intervalles de référence parce qu'ils sont très dépendants de la technique que le labo utilise pour obtenir les résultats. Donc, basé sur le laboratoire qu'on utilise, on diagnostique. Et selon le labo, il y en a qui vont être azotémiques à différents. Les intervalles de référence ne vont pas être les mêmes. Donc, on ne peut pas comparer entre eux des résultats de labos différents qui utilisent des techniques différentes. Parce que un 14 de créate chez tel labo ne sera pas un 14 de créate chez un autre labo. Donc, on est obligé de les interpréter au sein de l'intervalle de référence de chaque labo. C'est aussi pour ça que la classification ERIS n'est pas faite pour diagnostiquer. Une fois qu'on a diagnostiqué, là on stade. Et quand on stade, là on va se baser sur des valeurs qui sont données par la classification ERIS. Et puis des fois, en fonction des différents paramètres qu'on utilise pour stader, on va avoir des discrépances. C'est-à-dire, si je regarde ma SDMA, je suis plutôt en stade 1, mais si je regarde ma créate, je suis plutôt en stade 2. Et puis je suis protéinurique. Pas de panique, quand on est un peu à cheval sur différents stades, on prend le stade le plus élevé. Et basé là-dessus, il n'y a qu'à suivre les recommandations de traitement et de gestion thérapeutique. C'est à ça qu'elle sert, à la classification ERIS. Le petit nouveau qui va nous être utile aussi et qui va apporter une info de plus dans le panel des tests, c'est la cystatine B. La cystatine B, c'est un marqueur de lésion. C'est pour ça qu'il est sympa à utiliser parce qu'on a beaucoup de marqueurs de fonction. Les marqueurs de lésion, il n'y en a pas beaucoup en routine. Et la cystatine B, elle vient un peu pallier ce manque en marqueurs de lésion. C'est une protéine qui est présente dans les cellules tubulaires rénales et qui est libérée quand les cellules sont abîmées. Donc c'est réellement un marqueur de lésion, d'atteinte rénale. On ne parle plus de fonction, de débit de filtration glomérulaire, on parle vraiment d'atteinte rénale. Et ce marqueur-là, sa particularité, c'est qu'il se dose dans l'urine. Puisque quand les cellules tubulaires sont abîmées, elles éclatent et elles libèrent la fameuse cystatine B, c'est dans l'urine qu'on va la retrouver. On va pouvoir détecter une atteinte de l'intégrité rénale avec ou sans perte de fonction. Je peux avoir urée, créate, SDMA dans les clous avec une cystatine B augmentée parce que mon rein est abîmé, comme la voiture qui est cabossée, mais tout à fait capable de bosser encore. Peut-être que, d'ailleurs, ça n'altérera jamais sa fonction. Et peut-être qu'à un moment, si, d'où la nécessité de surveiller. Je vous ai mis 6 exemples où le test de la cystatine B pouvait être intéressant à utiliser, notamment peut-être exposition à des toxines. L'animal, il a mangé du raisin. Au niveau des paramètres biochimiques, ça a l'air de bien se passer. Je fais une cystatine B, histoire de me dire, OK, est-ce que j'ai des lésions rénales qui sont en cours, qu'il va falloir que peut-être je surveille, et peut-être je vais surveiller les marqueurs de fonction régulièrement pour être sûr que cette lésion rénale ne va pas déboucher sur une perte de fonction rénale. Typiquement, on a des lésions actives connues et on fait un suivi de traitement. En maladie rénale chronique de stade 1, pour l'instant en tout cas, ça n'a été démontré que sur les MRC de stade 1, quand la cystatine B évolue, ça peut être un marqueur de progression de la maladie rénale. Un autre cas possible, un animal sous AINS. On a envie de savoir si on est en train de lui abîmer les reins ou pas et si on peut continuer le traitement sans danger. La cystatine B, ça peut être intéressant aussi. Choc hypovolémique, coup de chaleur, pancréatite aiguë, possible hypoperfusion rénale, ça peut être intéressant d'avoir un marqueur de lésion. Une anesthésie générale qui s'est passée bof. Il y a eu peut-être une crise hypotensive au niveau fluido, ça ne s'est pas passé comme on voulait, ou l'animal n'était pas super stable. Une cystatine B pour être sûr que je n'ai pas hypoperfusé mes reins, que je n'ai pas de lésion rénale potentielle qu'il va peut-être falloir que je surveille par la suite. Pareil, un algorithme. Qu'est-ce que je fais quand ma cystatine B elle est normale?
je regarde mon contexte. Est-ce que c'est un animal qui a des antécédents de maladie rénale ou pas? Est-ce que tout le reste est dans les clous au niveau rénal? Et dans ce cas-là, je vais me borner à faire de la surveillance. Je vais réévaluer mon patient. Peut-être que ma cystatine B va totalement bien évoluer, que ça va très bien se passer, que mes marqueurs de fonction ne seront jamais altérés. Peut-être que ce ne sera pas le cas. Quand ma cystatine B, elle est élevée, pareil, je sais que j'ai un risque accru de lésions rénales actives, elles sont vraiment en cours quand la cystatine B est élevée. Dans ce cas-là, pareil, je rapporte à mon cas clinique. Est-ce que mon chien il est venu, c'était un bilan de santé, tout allait bien, ou alors il a juste eu une anesthésie générale qui s'est plutôt bien passée, mais les gens étaient inquiets, je fais ma cystatine B, ou est-ce que mon chien vient parce qu'il est malade? Ces tests-là, là encore, on ne peut pas interpréter une cystatine B élevée juste sur le papier. Ce n'est pas du papier qu'on soigne, c'est des cas. Donc tous les tests, il faut absolument les interpréter à la lumière de la clinique. Et ce qui primera toujours, c'est la clinique. Vous trouverez également dans l'algorithme tous les cas. Est-ce que j'ai une possible lésion rénale? Est-ce qu'elle est vraiment très probable? Et qu'est-ce que je fais? Et comment je monitore les différents paramètres qui vont me permettre de savoir si ma lésion rénale potentielle pourrait déboucher sur une perte de fonction éventuelle. On a fait le tour des marqueurs rénaux. La chose sur laquelle je crois que j'insisterai jamais assez, mais réellement, un marqueur tout seul, ça ne sert à rien. C'est vraiment au milieu des autres qui prend sa signification et on a besoin d'une vision globale. Donc on a besoin d'avoir le plus de marqueurs possible. Et je suis bien consciente que c'est dur de faire tout le panel des marqueurs rénaux quand on a un animal qui consulte pour une possible atteinte rénale. On va devoir prioriser. Mais si on sait à quoi sert quel marqueur, c'est dans ce cas-là qu'on pourra plus facilement savoir vers lequel on va se tourner en fonction du contexte et en fonction de la clinique qu'on a. C'est vraiment le message. Un test tout seul, un marqueur tout seul ne servira jamais à rien. Clairement, on a besoin du clinicien, on a besoin du sens clinique, on a besoin de se poser et d'avoir le maximum de pièces à mettre à notre puzzle. Parce que comme vous le voyez sur la gauche, une pièce toute seule qui est bleue ne va pas nous donner une image très précise de ce qui se passe. Mais effectivement, la petite pièce bleue au milieu de l'océan, elle va prendre tout son sens avec les autres pièces.